Commençons donc par Competitive Innovation dans la 9e édition, le calme avant le swarm, donc en référence au tyrannide. Bienvenue chers lecteurs, si vous vous attendiez à voir James One Wing Grover dans cet espace, eh bien il n'est pas là. Vous m'avez à la place, votre vieux pote Rob. Ok, ce n'est pas tout à fait vrai. James est toujours là avec quelques notes et réflexions, mais il a eu des problèmes de vie et maintenant, vous êtes coincé avec moi. Un joueur tout juste moyen qui bricole un tas de notes sur ses matchs. Mais ce qui me manque dans l'esprit de Wing, je le compense avec de la jugeote, de la moelle et du cran. Et aussi avec la capacité de forcer d'autres auteurs compétitifs à écrire sur les appariements. Et parlons de certains de ces appariements. Il s'agit probablement du week-end le plus intéressant de l'année pour les événements Warhammer 40 000. Dans la continuité des tendances de la semaine dernière, nous avons eu droit à une brève new meta le week-end dernier, combinant à la fois la balance dataslate d'avril 2022 et le nouveau codex Tyrannide. À cette fin, le week-end dernier a vu un mélange d'événements, certains autorisant le nouveau livre Tyrannide, d'autres non, mais tous incorporant les changements de la nouvelle dataslate. Enfin, et c'est le plus important, les listes de Space Marine du Chaos ont fait un grand retour, ce qui est une règle. Parlons de ces listes une par une. La plaque de données, donc la dataslate. Vous pouvez retrouver les précédents reportages sur la dataslate ici. Donc vous avez différents articles si vous allez sur le site directement de Goodhammer, la dataslate hot takes, the follow-up update, the competitive roundtable. Maintenant que vous êtes au courant, parlons des impacts. Il est encore tôt pour la méta de l'armure du mépris et cela signifie que beaucoup de joueurs essaient encore de comprendre ce que cela signifie pour ces factions. Les Marines n'ont pas vu une augmentation massive de leur représentation, mais les joueurs qui ont amené les armées de Marines ont fait mieux. Les Marines n'ont pas vu une augmentation massive de la représentation, mais les joueurs qui ont amené des Marines ont fait mieux. La hausse la plus notable cette semaine est celle des Space Marines du Chaos qui ont eu des résultats très prometteurs, qui peuvent ou non être durables à long terme. Il est probable que de nombreux joueurs ne comprennent pas encore à quel point cela rend les armées marines ce sort difficile, et n'ont pas encore tout équipé pour ces rencontres, ou n'ont tout simplement pas eu le temps de se rééquiper. De toute façon, côté du Codex Tyrannide, le Codex Tyrannide est sorti, mais tous les événements ne l'ont pas utilisé, ce qui fait que certains événements ont encore les anciennes règles avec le Crusher Stampede et le Léviathan actif. Nous ne les verrons probablement pas à leur pleine puissance avant les résultats de la semaine prochaine. Il sera intéressant de voir quel impact ils auront sur la méta, et s'ils seront aussi dominants que certains joueurs de haut niveau le pensent. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les armées post-dataslate ici, donc dans un article de Faction Focus Deathguard, qui devrait apparaître sur ma chaîne YouTube d'ici quelques jours. Ensuite, on aura un faction focus sur l'Empire Tau et le Tyrannide que l'on va lire normalement si on a assez de temps aujourd'hui. Sinon, ce sera reporté pour demain. Space Marine du Chaos. Dans le meilleur développement du week-end, plusieurs listes de Space Marine du Chaos dans plusieurs tournois ont terminé dans les 4 premiers. Hell yes! La meilleure partie, il s'agissait d'un ensemble varié de listes reposant sur des stratégies et des constructions différentes, mais tirant toutes profit de l'armure du mépris. Il s'avère qu'avec juste un peu plus de durabilité sur leurs unités, déjà bon marché efficace, et un peu moins de tirs bruts, sans ligne de vue, de la part de leurs adversaires. Les Space Marines du Chaos peuvent faire de vrais jeux, se déplaçant à travers la table, échangeant efficacement et causant généralement des problèmes. Donc on va commencer par le UKTC Bristol GT Major. Toutes les listes peuvent être retrouvées sur Besco Spearing, à condition, en fonction des événements, que vous ayez un compte premium. Alors on a Vic Vigé, donc sûrement le joueur Tau. Non, là ça c'est le joueur Eldar. Ah, Vic Vigé, on l'a connu en Tau aussi. Forcément, dès qu'il y a un codex plus broken que l'autre, on swap et on va jouer Eldar. Bref, je troll aussi. Ok, donc on a Barot, on a 2x10 et Dire Avenger. On est sur un détachement éclaireur. On a 10 Swooping Hawk, Windrider, 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 tous en double shuriken catapulte. 3 Shining Spear, ensuite on a une petite patrole. On a 3 Warlocks Skyrunner en no slot, on a Farcir, donc là on a abandonné Eldrad. D'ailleurs il joue sur quel monde forge? Ah bah oui, voilà, c'est un Hail of Doom et Masterful Shot, c'est un custom. Donc on a en HQ Farcir Skyrunner, un Farcir à pattes, 5 Rangers, 6 d'ailleurs Avengers de nouveau, sûrement 6 pour faire les Nashmund, 5 Olin Banshee, 2 Viper en Skater Laser, Twin Shuriken Catapult et un Wave Serp. Ok, du côté du Tau, on est sur un Farsight Enclave build, donc ok, Devilfish Breacher, Crisis Team, ok. Donc on est sur un pur Farsight, donc pas déterré.
On a un commandeur Cold Star avec Master of the Killing Blow, Eye Output Burst Cannon, Missile Pod, Nova Surge Plasma Rifle. Donc ça c'est l'amélioration du Plasma Rifle, c'est le prototype. Solid Image Projection, donc ça c'est l'invue à 4 il me semble. Et la première blessure qu'on subit elle est dégâts 0. Enfin la première sauvegarde ratée est dégâts 0. Velocity Tracker, ok. On a un commandeur Crisis, Exemplar of the Monka. Ça c'est pour avoir une full reroll des blesses à 9 pouces ou à 12 pouces si on est en tactique Monka, Burst Cannon, Cyclic Ion. On a le prototype du Burst Cannon, l'Iridium, le Missile Pod, Plasma Rifle. Et la Beagle Hunter Plate, c'est marrant qu'ils ne la mettent pas sur un Non-Forcer celle-ci. Mais pourquoi pas. Vu qu'il a l'Iridium, de toute manière on passe sur une sauvegarde à 1+. Mais la Crisis ne réduit pas de 1 les dégâts subis, contrairement à l'Unforcer. On a 1, 2, 3 Breacher Team. Ici, on a quoi on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a une unité de 6 qui doit sûrement laisser en jeu dès le départ. Parce qu'après, on a quoi? On a 3 crises qu'on peut mettre en FEP. Ouais, je pense qu'il n'y a que cette crise qui le met en FEP. Ah, quoique, non, les deux doivent venir en FEP, du coup. Parce qu'on a double mime beacon. Vu qu'il ne doit pas jouer Exemplar of Coyon, il joue qu'un simple bataillon. Ok. Donc double mine beacon, c'est pour assurer une FEP T1 en fonction de comment se déploie son adversaire. Ok, donc du coup on a full cyclique sur toute l'unité. On a 2 iridium parce que vu qu'il en joue 6, il peut en avoir une toutes les 3 crises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Full missile pod, full plasma rifle, full de shield generator sauf sur le Chavre qui n'a pas de shield generator. Salut Menet. Mais on a un steam injector et un early warning override. Ok. De l'autre côté, Crisis Battlesuit, on a 3 Burst Cannon, 3 Cycliques, 3 Plasma Rifle, on a une Iridium, du Velocity Tracker. Velocity Tracker de mémoire, c'est plus 1 pour toucher contre les unités qui volent, enfin, ayant le mot-clé vol. Ensuite, on a 2 unités de style, chacune il a mis un Fusion Blaster sur le chef et une Homing Beacon. Donc soit il met les deux en réserve, et du coup il les fait FEP... autant non, si ça se trouve, elle est déjà déployée. C'est celle-ci qui met en FEP. Après, full reroll des touches et des blesses, c'est bien de l'avoir sur un gros pack, mais du coup, il paye 4 PC, je crois. C'est moins. Alors attendez, je vais ouvrir mon Codexto. Codexto, Xenosto. Paf, on va aller voir le Farsight. Je sais plus. En fait, il y a deux coups différents sur le stratagème du Farsight. Et tout dépend du nombre de crises. Alors, si ça contient 4 ou plus, ça coûte 3 PC. Ok, donc du coup, ça peut coûter 3 PC pour full reroll des touches et des blesses. Quand il arrive en FEP. Il n'y a même pas de shield drone pour protéger son pack de crisis. Sachant qu'il joue des ions, donc il doit être au moins à 18 pouces s'il souhaite tirer avec. Sinon, c'est 24 pouces, il me semble, le missile pod. Ici, c'est pareil, c'est 18 pouces, 18 pouces. Donc je pense que c'est vraiment celle-ci qu'il va faire FEP. Parce qu'en dehors des plasma rifles qui sont à 30 pouces, toutes ces autres armes sont à 18 pouces. Donc c'est mieux de la faire faible celle-ci. En plus, il cramera que 2 PC parce qu'ils sont 3. Ok. Okidoki. Ok, donc petit Fusion Blaster en fonction des besoins. Si ça se trouve, je pense qu'il lui restait des petits points en rab. Il a dû les rajouter. Parce que les petits tirs comme ça de Fusion Blaster, c'est pas non plus mirobolant. Hein. Mais des fois, ça peut faire des surprises. Il a une team de Pathfinder, donc ça c'est clairement pour mettre des jetons, hein, des jetons marqueurs. Parce que les Pathfinders sont ultra intéressants, hein. Ils ont un pré-move de 7. Ils peuvent activer leur action de marqueur à la fin de leur phase de mouvement. Donc ça veut dire qu'ils peuvent bouger pour prendre les lignes de vue et ensuite activer leur marquage. Donc très intéressant. Les piranhas aussi sont sympas pour faire tout ce qui est engage on all front, etc. On a un Hammerhead Gunship. Ok. On voit qu'on a laissé les pulses carabines et les gun drones dessus. On n'a pas mis les systèmes de missiles et on a quand même 3 Devilfish parce qu'on a 3 équipes de Breacher. Alors, que nous dit Wing? La liste de Vic excelle dans une méta avec moins de tirs sans ligne de vue. Et en ce moment, certains joueurs de taux ont peut-être trop corrigé pour s'en éloigner. Les motos catapultes shuriken sont aussi un bon contre dans le miroir parce qu'elles peuvent avancer puis tirer. Ce qui donne la portée nécessaire pour éliminer les Swooping Hawk. Attends, pourquoi il nous parle des... Mais les catapultes shuriken ne veulent pas tuer les Swooping Hawk? Ce qu'il nous dit. Ah, attendez, c'est peut-être un problème de trad. Counter in the mirror because they can advance and shoot. Giving the reach to clear out Swooping Hawk. Ok, non, la trad est bonne. Mais la phrase est bizarre. En gros, ça voudrait dire que le joueur Eldar a des motos. Dans le match miroir, c'est bien parce qu'elles peuvent tirer après avoir advance.
Et en fait, du fait qu'elle advance, qu'ils puissent tirer et advance, ça leur donne la portée qu'ils ont besoin. Pour éliminer, c'est Swooping Hawk. Sauf que les Swooping Hawk, c'est le joueur Eldar qui les joue, c'est pas le joueur Tau. Donc la phrase est un peu bizarre hein, de Wing. Ouais, je présume que ce qui veut dire, c'est surtout qu'ils peuvent avancer et tirer, du coup ça leur permet d'avoir les portées nécessaires pour cibler un peu tout et n'importe quoi. Et Swooping Hawk, là, le joueur Tau qu'il affrontait devait probablement essayer d'utiliser le débarquement après s'être déplacé avec des breachers pour faire quelque chose de similaire. Mais c'est beaucoup plus difficile pour lui de le mettre en place de manière fiable. En fait, non, c'est pas difficile. Surtout que là, vu qu'il joue le trait exemplaire of Monka, c'est quasi 100% sûr qu'il part sur le Monka. Il joue un Colstar. Hop, c'est pas là. Il joue un Commander Colstar, donc ça veut dire qu'une de ses crisis, de ses unités crisis, c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment que celle-ci hein, qui est en FEP. Et celle-ci doit lui donner plus 8 pouces d'advance auto grâce au Colstar. Et en Monka comme ça, bah, il peut faire 18 pouces, il n'a pas les malus de tir pour avoir advance, et pour s'être déplacé pour la phase de tir. Donc clairement pour moi... Attendez, qu'est-ce qu'il disait comme connerie? Ah oui, donc pour moi, il va forcément jouer en Monka. Et en fait, en Monka, le stratagème pour pouvoir débarquer les breachers du Devilfish, ça peut se faire, donc c'est pour un PC, ça peut se faire tour 1, tour 2, tour 3. Donc tour 1, il balance un Devilfish, sachant que les Devilfish de base, c'est un pré-move de 9. Après, ça bouge de 12, donc grossièrement, vous avez fait 21 pouces. 21 pouces. Pour un PC, vous pouvez débarquer, donc 3 pouces et 21, ça fait 24. Ça bouge de 6 les breachers, donc 24 et 6, ça fait 30. 30, vous pouvez advance, vu que vous êtes en Monka, donc d'un des 6, on va dire vous faites 4 en moyenne haute, vous avez fait 34 pouces, et vous tirez, je crois que c'est à 8 pouces pour les meilleurs tirs. Donc ouais. Et puis derrière, vous payez un PC pour reroll des 1 parce que vous restez à 12 pouces de votre... Alors on va pas dire 4 pouces. Ouais, si, 4 pouces, c'est bon, c'est within. Vous avez gagné une reroll D1 pour toucher parce que vous êtes à 12 pouces de votre Devilfish pour un PC. Pour un autre PC, vous serez full reroll des blesses. Donc ça vous permet quand même en Farsight, vu que vous serez à 9 pouces de l'unité sur laquelle vous voulez tirer, vous allez déjà bénéficier en tant que Farsight du plus 1 pour toucher gratos, parce que c'est le trait Farsight, hein, ça vous permet quand vous êtes non plus à 12 parce que ça a été nerf mais à 9 pouces, de bénéficier d'un bonus de marqueur light, gratos, donc plus 1 pour toucher. Donc ça veut dire que vous serez en 3 plus reroll D1 pour toucher, force 6, PA-2, dégâts 1, mais full reroll des blesses et force 6 en général, ouais, sur ce que vous voulez cibler. Particulièrement contre des Eldar, en plus vous serez majoritairement sur du 3 plus, 4 plus au pire. Full reroll des blesses, bah ça fait bobo. Et vous avez une unité super OP dans vos lignes qu'il va falloir gérer. Ensuite, il va faire la même chose tour 2, puis la même chose tour 3. Et là, je ne parle que des breachers. Donc derrière, vous avez les Crisis, vous avez les Piranhas qui vont faire zoom zoom zoom, et un Murred qui va se donner à cœur joie. Donc je dis pas que voilà, c'est le Crafter quand même qui gagne, je dis pas que le taux gagne, hein, mais c'est vraiment pas difficile hein, d'envoyer dans la gueule les Breacher Team. Voilà. Enfin bref. Alors, donc c'est quand même VicG qui gagne 74 à 53. Donc ça fait quoi? Ça fait 1, ça fait 21 points, 6, 11, 16, 21, 4, ça fait 14, 6. Donc il y a eu match quand même. Mais un bon avantage à l'Eldar. De toute manière, le Craft World, hein, c'est le nouveau codex S-tier. Je l'avais annoncé. Parce que c'est un codex. Bah, ceux qui ont regardé la méta-analyse du Creative Wargame Festival, j'ai annoncé, hein, parce que je disais que les Craft World, l'avantage qu'ils ont par rapport à la Data Slate, c'est ok, le Night Spinner s'est fait nerf. Il s'est fait nerf juste parce que, de manière générale, les tirs hors loss, quand on dit hors loss ou lossless, c'est sans ligne de vue, ou hors ligne de vue. Loss, c'est line of sight, donc ligne de vue. Voilà. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais et qui n'aiment pas l'anglais. Pas de bol, j'utilise beaucoup de termes anglais. Donc du coup, voilà, en dehors du Night Spinner qui indirectement se fait nerf par la balance data slate à cause des nouvelles règles contre les unités qui tirent hors ligne de vue, bah en fait, le Crafter, il a subi aucune pénalité par rapport au taux, à l'Arlequin, au Custo. Ce qui fait qu'en fait, il a un peu fait le sous-marin parce que évidemment, bah, c'est le côté Arlequin qui, était mis, qui a été énormément mis en évidence. Donc pour moi, à l'heure actuelle, Craftord, j'aurais plutôt mis S tier. Et je pense qu'on fera un live tier list, comme ça on pourra mettre en parallèle la tier list, on va dire,
du Creative Wargame Festival et surtout la tier list de Art of War. Je sais qu'ils ont fait une tier list. Je ne l'ai pas regardé en détail. Voilà, je l'ai regardé en diagonale vite fait, mais parce que je voulais pas trop me spoil pour voir si ma vision différait un peu. Alors, elle va forcément différer par rapport à Art of War, parce que Art of War, eux, ils discutent sur le format américain, où il y a beaucoup moins de décors que sur le format WTC. Mais je pense que je m'amuserai à faire une tier list et un peu comparer les deux. Je pourrais même récupérer les tier lists de Bob, comme ça. Et on pourra voir un peu les différentes visions de jeu. Oula. La liste de Vic a une tonne de mobilité, s'appuyant fortement sur les motocatapultes Shuriken pour envoyer une grêle de feu démentielle, ainsi que sur Guide et Doom pour s'assurer que ses attaques atterrissent, et pour maximiser le nombre qui le font à AP-3. Sachant qu'en plus, on l'a vu, hein, il n'a pas de shield drone. Son gros pack de Crisis a 0 shield drone. Donc c'est un peu dommage parce que en vrai, particulièrement contre le Craftord, vu la grêle de Shuriken qui peut t'envoyer pleine tronche, sachant que c'est dégâts 2, les canons Shuriken maintenant, c'est passé comme un bolter lourd en gros, bah ça fait super mal maintenant. Hail of Doom fait un travail considérable dans ce domaine, en traitant les jets de 6 comme des blessures automatiques et des jets de 6, oui, des 6 pour toucher. Tandis que Master Full Shot supprime les avantages de la couverture légère de la cible. Ces deux éléments sont cruciaux pour abattre les cibles dotées d'une armure de mépris. Car lorsqu'un tir fait mouche à AP-3, il fait passer les protections de 3+, à 5+. Parce que AP-3, donc AP-2, save à 3, donc save à 5, mais si on est en light cover et qu'il ne l'ignore pas, du coup on est save à 4. Hop là. Donc le taux quand même reste à la deuxième place, donc il a dû faire un très bon tournoi, mine de rien. La liste de l'Empire Tau de Daniel troque tout semblant de projecteurs à fragmentation ou de broadside pour 15 unités de Crisis, en les chargeant de manière variée afin de maintenir leur coût en points aussi bas que possible. La liste utilise également des piranhas comme unité de harcèlement et de maintien d'objectifs rapides et durables, et ils peuvent être utilisés pour absorber les blessures mortelles en cas de besoin. Troisième place, Craftoir d'Arlequin. Alors on a quoi? On a un Dark Deeds, donc un Dark Sidas, un Troop Master, une, deux, trois troupes, donc le maximum dans une patrouille. 3 Star Weaver. Bah, ils sont où les Void Weaver? Bah alors? Je troll. Outrider en Craftworld, donc on est sur un custom. I Love Doom Mobile Fighter. On a Barrods, du coup, bah Barrods, de toute façon on le verra tout le temps. Hein. Même s'il est un peu moins fort maintenant qu'il a l'armure du mépris, il reste tout de même très efficace. Farseer Skyrunner, Dire Avenger, donc on a les 2x10, Shining Spear, Swooping Hawk, on a toujours l'unité de 10. On a 10 Windrider d'un coup, 2 Web Serpent. Dans cet aperçu d'une liste à Ildari post-Data Slate, on peut voir que le détachement des Arlequins a échangé ses Void Weaver contre des Star Weaver. Dans un souci d'efficacité, la liste combine simplement les bons éléments des deux parties du livre, en utilisant des troupes rapides dans les transports pour mettre l'adversaire sous pression tôt et éviscérer les choses en mêlée. Tandis que les Faucons Plongeurs, donc les Swooping Hawk, les Vengeurs Sinistres, les Dire Avengers, et les Windrider, c'est marrant, ils ont pas mis les Chevaucheurs devant, non? S'élancent autour de la table et détruisent les cibles clés. Enfin, je veux dire, mon traducteur. Quatrième place, un Craftworld, bah tiens, comme c'est bizarre. Donc en gros, si on prend le top 4, on a un Craftworld Harlequin, un Craftworld, un Tau. Enfin, un Tau à la deuxième place, mais en gros, on a 3 Craftworld. Mais comme c'est bizarre. Alors on a quoi? On a un Ultway, donc on va avoir Barot, Farcir, donc pas d'Eldrad, malgré le fait qu'il joue Ultway. Ranger, avec les... ouais, on en a un en Wire Wavenet et deux en Gloomfield. Dire Avenger, Fire Dragon, ok. Howling Banshee, Striking Scorpion, Warlock. On peut voir, hein, on est presque sur le type de liste Games Workshop, tellement on a d'élites différentes. Ça, c'est intéressant. Swooping Hawk, Warp Spider. Et donc on a un Crimson Hunter Exarch, maintenant que le Night Spinner n'est plus très intéressant, c'est ça. Et le Wave Serpent. Je suis mauvaise langue, hein. C'est fait exprès. La chose la plus cool à propos de cette liste est qu'elle inclut des guerriers d'aspect de chaque sanctuaire, y compris un Exarch chasseur cramoisi. Donc ça c'est le Crimson Hunter Exarch. Cela donne à la liste une grande flexibilité, bien qu'avec un tas de corps Endurance 3 qui la rendent un peu plus fragile que la plupart des listes, la liste n'utilise qu'un seul serpent à vague, donc le Wave Serpent. Ce qui signifie que certaines de ces unités sont susceptibles de commencer la partie dans le couloir de la toile, donc c'est la Webway, afin qu'elles puissent sortir et faire une charge boostée par des brins de destin au premier tour. Donc les brins de destin, c'est les Strand of Fate. Hein.
Un joueur de plus finit à 5-0 qui est un joueur Chaos, Liam Kelbaut. Je m'excuse auprès des autres membres du top 4, mais c'est la liste que nous avons tous encouragée dans notre Discord pendant le week-end. La purée de monstres du chaos semble être de retour. Mortarion, Bellacore, deux gardiens, donc c'est deux keepers, et une paire de seigneurs discordants. Tous deux Slanesh pour qu'ils puissent bénéficier du locus, leur permettant d'avancer et de charger. Représentent une quantité de pression vraiment préposturale, et sont prêts à profiter d'un terrain avec moins de lanceurs de salves et de canons prismatiques. Les Discolords sont les grands gagnants de l'armure du mépris grâce à leur sauvegarde 2+. Et ce n'est pas le seul endroit où ils se sont bien comportés ce week-end. Donc pour tous les joueurs du chaos qui les ont depuis la fin de la 8e, c'est le moment de les ressortir.